Deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Qui ne connaît pas cette fameuse citation de l'écrivain Arthur C. Clarke? L'angoisse ressentie face au mystère de l'espace, face à l'immensité de l'univers, se conjugue, nous le savons bien, aux rêves les plus impétueux qui agitent notre humanité, depuis que les premiers hommes ont levé les yeux vers les étoiles. Le 31 juillet 1968, une sensationnelle affaire de rencontre du troisième type a défrayé la chronique et fait les gros titres des journaux, des jours durant. Cette histoire s'est déroulée sur une île française du sud-ouest de l'océan Indien, l'île de la Réunion. Il aura suffi du témoignage d'un homme, Luce Fontaine, un agriculteur des hauts de l'île, de sa description stupéfiante d'une machine volante totalement atypique en ufologie, pour déclencher l'hystérie de la presse locale. Il aurait été beaucoup plus simple pour lui de décrire ce que tout le monde voyait à l'époque, c'est-à-dire une soucoupe volante. L'homme décrira également à ses proches et aux gendarmes la présence de deux entités dans l'engin volant. Deux pilotes en casque et combinaison, tellement insolites à ses yeux qu'il les comparera à des bonhommes Michelin. Divers indices viendront consolider son récit, sans jamais toutefois éclaircir définitivement le mystère de toute cette affaire. Mais non, ça l'est bien vrai. Lui, il a bien vu ça, lui a bien vu. Et ça l'a bien parti longtemps, le monde ne parlait que de ça. L'impact de la découverte, de la confirmation de formes de vie extraterrestres, mais avancées à travers carrément l'existence extraterrestre ou de vaisseaux spatiaux, serait absolument gigantesque. Tellement gigantesque que ce serait même probablement l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Nous allons mener l'enquête sur la première et la plus célèbre rencontre du troisième type jamais intervenue dans ce coin du monde. Une affaire d'OVNI qui compte parmi les cas les plus fascinants de l'histoire de l'ufologie. L'affaire dite des Babas Michelin de Luce Fontaine représente le premier témoignage connu et rendu public de la visite d'extraterrestres à La Réunion, une île volcanique située dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. À cette époque-là, à La Réunion, il n'y a pas eu d'observation jusqu'à présent. Le cas de l'observation de 1968 correspond en fait à la première observation réunionnaise, mais surtout permet à La Réunion de rentrer dans l'histoire de l'ufologie par la grande porte. Luce Fontaine, c'est le petit réunionnais moyen à l'époque. Des garçons vachés. Il vit sur le 22e kilomètre de la plaine des Cafres. Il est marié à une institutrice. Un réunionnais tranquille, qui ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver. Luce Fontaine aura passé toute son enfance et sa vie d'adulte jusqu'au moment des faits à la plaine des Cafres, une localité des Hauts de l'île, à l'écart des villes du littoral. Il faut s'imaginer la Réunion à la fin des années 60 comme une île pauvre et quelque peu en marge de la modernité. Malgré le statut de département français obtenu en 1946,
les effets d'un véritable développement tardent à se manifester. Nous sommes encore à une époque où l'eau courante et l'électricité, par exemple, ne sont que partiellement présentes sur le territoire. Et la plaine des Cafres, vu son isolement géographique en 1968, dérogeait encore moins à la règle. Madame Thérèse Clinclé, habitante de la plaine des Cafres, amie et voisine de Luce Fontaine durant leur enfance. Et sacrifier beaucoup de choses pour gagner une petite radio. Parce que moi, toujours aimé ma radio, moi. Moi, on a toujours aussi. A eu droit à sa visite de Martien. Hier matin, à la plaine des Cafres, des petits hommes verts auraient été vus dans La passe à la radio. On a entendu ça. On a entendu au 22e, la soucoupe volante, elle a apparu à M. Fontaine, Luce. Et tout le monde a eu peur, le monde, c'est pas eux. À un moment donné, ils ne pouvaient plus trop sauter dans le chemin, ou avaient peur, quand ils voyaient les mêmes choses que les autres avaient vues. Je répète, les petits hommes verts. Eh bien, nous avions peur, nous tous avions peur. Merci de prendre cette information très, très au sérieux. On peut dire que les astrophysiciens restent perplexes devant le phénomène, notamment les apparitions, bien entendu, les descriptions d'apparitions d'objets volants non identifiés, encore plus évidemment devant les rencontres dites du troisième type. Mis à part évidemment les questions sur la fiabilité de tous ces témoignages divers et variés, la présence d'extraterrestres sur notre planète impliquerait des voyages interstellaires qui, pour l'instant, dans les connaissances de la physique actuelle, semblent un petit peu impossibles. La question qu'on peut se poser tout de suite, c'est « est-ce un canular ?» Ce sera la première question que va se poser un ufologue. Il y a un seul témoin, donc il peut raconter n'importe quoi. Ce qui peut laisser à penser qu'il n'y a pas canular dans le cas qui nous intéresse, c'est que tout d'abord, Luce Fontaine n'a pas du tout cherché par lui-même à faire de la publicité de son cas. Il en a parlé en premier à son épouse. Et c'est son épouse, d'après ce qu'on sait, l'aurait poussé à témoigner auprès des gendarmes. Lui-même n'y serait peut-être jamais allé. Ensuite, il a été relativement, pour le reste de sa vie, d'après ce qu'on sait aussi, gêné de cette observation. Il n'a jamais voulu en faire de la publicité, il n'a jamais voulu s'en servir pour lui-même. Cela, ça laisse à penser qu'effectivement, dans le cas qui nous intéresse, le canular semble peu probable. La personnalité de Luce Fontaine. Le fait attesté par ses proches et son voisinage qu'il s'agissait d'un homme parfaitement sobre. Son contexte familial, marié à une institutrice, jeune père de famille connu pour avoir la tête sur les épaules, ce portrait individuel fit d'emblée dire aux journalistes qu'il était question d'un témoin digne de foi. De là à dire que M. Fontaine n'a pas sa tête, non. Je pense que c'est quelqu'un, il est agriculteur, il est connu dans le milieu du tampon de la plaine des Cafres, donc sa femme qui est institutrice. Non, c'est quelqu'un, à ma connaissance, donc nous on a eu l'occasion de le voir une ou deux fois, donc par l'intermédiaire de la famille à ma femme. Donc c'est quelqu'un de très sûr. Je suis persuadé que sa parole est vraiment sincère et correcte. En règle générale, quand un témoin observe un ovni, qu'il soit proche ou lointain, c'est assez compliqué d'en parler à la famille parce que généralement le témoin a peur d'être pris pour un fou, parce que c'est quand même compliqué, déjà que c'est compliqué de dire « j'ai observé un ovni ». Alors c'est pour dire « j'ai observé un ovni avec des entités à côté ». Il y en a certains, ils perdent leur emploi avec ça. L'acte de témoigner reviendrait donc à vivre une seconde épreuve traumatisante après celle de la rencontre du troisième type elle-même. Luce Fontaine, éloignée culturellement des figures et du vocabulaire propre à l'imaginaire des soucoupes volantes et des extraterrestres, va s'efforcer de raconter avec ses mots à lui, à ses voisins, à ses amis et à ses connaissances, ce qu'il a vécu.
Il va ainsi découvrir, assez vite sans doute, à quel point son évocation des bonhommes Michelin peut devenir une source d'embarras. On a une espèce de combinaison, on aurait dit des babas Michelin. T'es lycée, arrête de les clients. Quoi? Vous l'avez dit des babas Michelin? Oui. D'un second volant. Le bistrac, la décolle des grands éclairs blancs, comme une lumière fer à souder. Après ça, ben, quand moi, elle rouvre les yeux, là, et puis rien. Alors, comment tout l'a fini? Mais Aster, n'a plus besoin de rôder, hein? N'a qu'à où se coupe? T'es là, on a bien trouvé, là. Monsieur Lycée, on n'a pas venu ici tous les jours, mais là, à où venir? Pour faire rire tout le monde. Bon, hey, faut regarder le bassin, il soupe pas où dans le bordage, pas tranquille, hein? L'a retrouvé, se coupe! Luce Fontaine était-il un rêveur? Tout homme a ses rêves propres, certes. Mais était-il l'un de ces hommes aimant à méditer en contemplant les étoiles et à s'imaginer l'existence d'une vie ailleurs dans l'univers? Le portrait que l'on nous donne de ce modeste agriculteur nous pousserait plutôt à nous imaginer celui d'un homme ayant les pieds ancrés sur terre et bien peu d'aspiration pour les rêveries cosmiques. Aussi, à supposer que le jour de sa rencontre du troisième type aurait dû être pour lui un jour comme les autres, un jour banal et ordinaire. À supposer qu'il n'y ait eu chez lui aucune forme de préméditation quelconque par rapport aux événements vécus, alors on peut appréhender la force de cette déflagration émotionnelle qu'il a dû éprouver et penser légitimement que cette journée fut sans doute le jour précis où sa vie a basculé, le 31 juillet 1968. En ufologie, il existe de nombreuses classifications, mais la plus intéressante est celle de J. Allen Hynek, qui a été faite donc dans les années 70. C'est une classification qui va du niveau 1 au niveau 3. Donc il y a la rencontre rapprochée du premier type, qui est donc observation d'un objet à moins de 150 mètres du témoin et dans le ciel. Et il y a la rencontre rapprochée du deuxième type, RR2, c'est l'atterrissage au sol d'un objet avec oui ou non des traces sur le sol. Et il y a ensuite la rencontre rapprochée du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec la présence d'une ou de plusieurs entités. Le cas réunionnais, lui, se classera plutôt dans la catégorie des rencontres rapprochées de type 3. Ce matin-là, donc, Luce Fontaine est parti pour ramasser de l'herbe pour ses lapins, comme il le fait très régulièrement. Donc il habite au 22e kilomètre. Là, il s'est écarté de la route. Il est entré dans une clairière, il est penché, plié en deux, pour couper l'herbe, ramasser l'herbe. Il n'a pas entendu, visiblement, quoi que ce soit arriver. À un moment, il se rend compte simplement qu'il y a une forte luminosité au niveau de cette clairière. Et il découvre devant lui, à peu près à 25 mètres de lui, un objet. L'ensemble est extrêmement lumineux. Il décrira cela comme un arc de soudure. Un objet ovoïde de couleur bleu foncé sur les côtés avec une sorte de vitre en son centre et des protubérances vers le haut. En fait, ça va très très vite. Le temps de l'observation, c'est entre 12 et 15 secondes, pas plus. Mais il a quand même la possibilité, pendant ce court laps de temps, de mémoriser tout un ensemble d'éléments. Dès que l'objet est parti, on peut supposer que Luce Fontaine était quand même dans un état au moins de surexcitation et d'étonnement. Il est rentré chez lui et il a parlé de son observation à son épouse.
dos, mon bébé. Nous sommes à la fin du mois de juillet 1968, en pleine période de vacances scolaires. Madame Fontaine, institutrice de son état, a certainement dû rester chez elle ce matin-là. Rien ne l'y préparait sans doute, mais elle va se retrouver brutalement plongée dans les tourments de cette rencontre du troisième type que vient de vivre son mari. Lisette! 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 Chut! Pépito! Quoi, Lisette? Mais saute dans le carrosse à casser en face. Mais croira pas, moi. Que ça m'y croira pas. Mais qu'est pas, Lisette? Moi, t'es pas pour à tourner. Quand moi, sous mon bétal, m'a vu une lumière, un grand lumière blanc, pas derrière le carreau pied de bois, m'a avance un peu, et ça que m'a la vie, mais qu'il n'a pas expliqué. C'était comme un espèce grand cabine ovale, t'es flotte, au moins 5 mètres en l'air. Il connaît pas quoi ça l'était. Entre les affaires et moi, l'avait comme disons, t'es là, jusqu'à le galet lavé dehors. Prochain 25 mètres. M'a bien vu le bistrac en fin de compte. Mais diaou quand ça l'était, mais gagnera pas. Lisette, mais ramasse pas où mentir. M'a vu des mounes dans nos cabines. Vous n'étiez pas plus grand que ça. Vous étiez derrière une espèce de pare-brise. On dirait un pare-brise 404. Ma vie, bonne, ma bien vieux autres. Je te porte un cac sur la tête. Vous l'aurez dit, des babas Michelin, si vous voulez bien. De Baba Michelin? Oui, elle n'a tourné. La tournosée pour veiller à moi. Et dès que la vie à moi, elle a fait comme un grand éclair blanc. Un éclair fer à souder. Elle a traversé. Elle est partie. Mais moi, tu sais pas où? Lisette. Seigneur Jésus-Marie-Joseph Luce, vous l'êtes en train de perdre la tête, là? Astéhervie fait peur à moins vraiment, on comprend? Ma vieille Zotte, était bien vrai. Lisette, il faut y croire, moi. Votre nez, Luce? Ça a été souvent dit par des témoins, cette fatigue, ces yeux lourds. Mais beaucoup plus intéressant, si je puis dire, c'est que pendant au moins 8 jours, il a présenté des saignements de nez. Il est allé voir le médecin, qui l'a soigné sans doute pour ça, mais on est certain de ces saignements de nez pendant 8 jours. Ce que vous nous racontez là, M. Fontaine, pourrait très bien vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Vous en avez bien conscience. Oui. Donc, tout ça se serait déroulé hier matin, dans le bois face à votre maison, à quelques centaines de mètres de la route nationale qui monte vers la plaine des Cafres. C'est bien ça? Oui. J'habite au 22e kilomètre. Et juste à côté, il y a une petite ravine avec un bord d'acacia. Et c'est là que tout laisse passer. Vous voulez relire la déposition, chef? Ouais. Merci, brigadier. Alors, vous nous dites, Monsieur Fontaine, et ce sont là vos propos, traduits du créole, courbé vers le sol, je ramassais ce matin-là de l'herbe pour mes lapins, quand j'ai brusquement aperçu dans la clairière une sorte de cabine ovale, à 25 mètres de moi, comme suspendue à 4 ou 5 mètres du sol. Ses extrémités étaient bleu foncé, le centre était plus clair, plus transparent, un peu comme le pare-brise d'une 404. C'est pas facile d'être témoin.
ce genre d'observation. Le témoin, qu'est-ce qui fait qu'il va aller en parler ou pas? Il va aller en parler s'il a confiance dans les personnes en qui il va retranscrire son témoignage. C'est pour ça que, on peut en parler, par exemple, aux gendarmes. Souvent, le témoin a besoin de parler, parce que lui ne comprend pas ce qu'il a vu. Et il aimerait comprendre ce qu'il a vu. Il était debout, petit, 90 cm environ, enveloppé des pieds à la tête dans une sorte de combinaison comme les bonhommes Michelin. Ce sont bien là vos propos, monsieur Fontaine? Oui. J'espère que ce ne sont pas des sornettes que vous nous racontez là, monsieur Fontaine. Je vous rappelle que suite à votre déposition, nous allons procéder à une enquête sur les lieux et que ces faits nécessitent de surcroît un traitement très spécial. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Fontaine? Allez, essayez de vous reprendre un petit peu. Nous en avons fini maintenant. Après cette déposition à la gendarmerie, les journalistes se trouvent naturellement informés. Ceux du journal de l'île de la Réunion, notamment, se déplacent dans la première quinzaine du mois d'août 1968 pour interroger le témoin. Ces informations vont être ensuite relayées jusqu'en France métropolitaine, où plusieurs journaux vont relater à leur tour l'affaire de Luce Fontaine. Vous étiez d'autoné. Vous avez une combinaison. Vous savez, anciennement, les gens n'aimaient pas tellement tout ce qui dit presse. À l'époque, ils n'aimaient pas que les gens viennent voir où ils habitent, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Et bon, c'était des gens assez réservés, quoi. Vous avez vu des martiens? Monsieur Luce Fontaine est donc le cousin à la mère, à ma femme. Quand on a su, nous, cette affaire, quand il avait appelé la famille à l'époque, donc on s'est rendu en voiture à la Plaine des Caves, c'était plus précisément, je me souviens, au 22e kilomètre. Il y avait des champs d'acacia à l'époque, qui ne s'y trouvent plus à l'heure actuelle. Et donc, on a laissé la voiture comme tout le monde, là, sur le bord de la route, et on est allé à pied. Il y avait pratiquement foule, tout le monde essayait de voir ce qui s'est passé. En fait, nous, la première chose qu'on a vue à arriver sur place, c'était un truc énorme, circulaire, donc, mais assez important. Et ensuite, donc, la surface ou l'engin, je suppose que c'est un engin, qui s'est posé, donc toute la surface de l'herbe était brûlée. Le périmètre donc, de la nationale jusqu'au lieu a été barricadé par les forces de l'ordre. 2 ou 3 jours après, donc le périmètre a été bouclé. Donc il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Cette chose irrationnelle est reprise par les médias. À ce moment-là, on peut très bien imaginer que la population, au niveau de la zone d'observation, même peut-être au-delà de cette zone, peut avoir un sentiment de peur face à ce qu'elle n'explique pas. Un homme, un témoignage, une énigme. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la trajectoire prise par Luce Fontaine. On peut aisément imaginer l'état de sidération et d'angoisse dans lequel il a pu être plongé les jours suivants, ressassant sans cesse les détails de sa rencontre fantastique. Cette affaire, par le biais de la radio et des journaux, a déjà fait le tour de son île. Son couple, sa famille, son village même sont sous les feux des projecteurs, emportés dans un tourbillon de questions sans réponse. Nous sommes très intéressés par tous ces témoignages, mais pour l'instant, ce ne sont que des témoignages. Les exobiologistes sont partagés entre 2 sentiments. D'une part, on aimerait vraiment découvrir une vie extraterrestre par la présence de visiteurs extraterrestres. Et d'un autre côté, nous sommes des scientifiques rigoureux, donc on a besoin de preuves irréfutables. Ce qu'il nous faudrait, c'est un tout petit peu de matière laissée par ces extraterrestres, ne serait-ce que même moins qu'1 milligramme, ce qui permettrait de certifier la visite de ces voyageurs extraterrestres. L'affaire des Babas Michelin de Luce Fontaine n'aura été le théâtre d'aucune récolte miraculeuse de matière extraterrestre susceptible d'engager de façon décisive l'assentiment de la communauté scientifique.
Aucune rencontre du troisième type n'a d'ailleurs eu ce mérite jusqu'à nos jours. Cette affaire conserve toutefois des facettes exceptionnelles. L'une d'entre elles, notamment, concerne l'objet lui-même. Les ufologues, en effet, s'accordent tous sur le caractère atypique de cette machine décrite par Luce Fontaine et que dessina pour son article du 20 août 1968 le journaliste Gérard Piednoir. Un croquis resté célèbre. La chose exceptionnelle aussi dans cette observation, c'est l'objet lui-même. Cet objet de forme donc atypique tend là aussi à donner une qualité d'information au niveau de cette observation qui peut faire dire qu'il y a eu quelque chose effectivement vu par le témoin et qui ne raconte pas de bobard. Pourquoi ? Parce qu'il aurait été extrêmement simple pour lui, s'il avait simplement lu dans des journaux d'autres observations et qu'il ait voulu se rendre célèbre, il aurait été beaucoup plus simple pour lui de décrire ce que tout le monde voyait à l'époque, c'est-à-dire une soucoupe volante. Un objet en forme de disque, aplati ou en forme de chapeau, c'était quand même la forme la plus courante. L'objet décrit par Luce Fontaine est certes atypique dans toute la littérature ufologique, mais il est toutefois bien connu des ufologues, souvent même à leur insu. Il s'avère précisément que ce croquis a servi de dessin de couverture au livre d'un spécialiste très connu, le français Jacques Vallée. Cet ancien conseiller à la NASA, ufologue et collaborateur d'Hynek, est celui-là même qui inspira au cinéaste Steven Spielberg le personnage de Lacombe, le savant français interprété par François Truffaut dans son film Rencontre du troisième type. Ainsi, Jacques Vallée, qui classa également le cas de Luce Fontaine dans sa liste Magonia, recensement d'un siècle de témoignages d'apparitions d'OVNI, aura clairement signifié toute l'importance et tout l'intérêt qu'il accordait à cet OVNI réunionnais. Pourtant, force est de reconnaître que la question pourrait légitimement se poser. Pourquoi cette affaire de Luce Fontaine a-t-elle eu pareil retentissement ? Il est certain que si l'histoire de cette rencontre du troisième type en était restée à ce stade, nul doute qu'elle n'aurait jamais pu trouver grâce aux yeux d'un ufologue aussi érudit que Jacques Vallée, ni intégrer sa fameuse liste Magonia, ni illustrer la couverture de l'un de ses livres. Il y a bien eu quelque chose qui a rendu le cas de Luce Fontaine réellement exceptionnel. Il est temps donc de nous y intéresser précisément. Et pour comprendre la chose, il faut revenir au 10e jour après l'apparition. Les journalistes sont venus une deuxième fois plusieurs jours plus tard, 10 jours plus tard exactement. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que après l'observation, le commandant de la protection civile de la Réunion de l'époque, M. Legros, s'est intéressé à l'affaire. Et il a eu l'idée, mais 10 jours seulement après l'observation, de prendre un compteur Gégère qui se trouvait à l'aéroport de Gillot et de venir mesurer si par hasard il n'y avait pas de la radioactivité au niveau du lieu et de Luce Fontaine. Dans le livret d'enquête des gendarmes, le fait d'aller sur les lieux de détecter de la radioactivité fait partie de la procédure d'enquête pour une apparition ou un atterrissage d'OVNI. Allô, capitaine Valjean. Oui, c'est Léopold. Je vous appelle concernant notre affaire. Accrochez-vous. L'examen des vêtements de Monsieur Fontaine vient de révéler un taux de radioactivité anormal. Oui, à l'instant même. Non, aucun doute possible. Il a été testé au niveau du compteur Gégère les vêtements que portait ce jour-là Luce Fontaine. Chose amusante, il a constaté qu'effectivement, les vêtements de Luce Fontaine
présentait un certain taux de radioactivité. Des mesures précises d'ici demain. Le chapeau, la veste et le pantalon. Mais ce taux de radioactivité n'était mesurable que sur le devant, c'est-à-dire la partie qui avait été au contact visuel avec l'objet. À l'arrière, on ne retrouvait pas ces taux de radioactivité. Capitaine Maljean. Oui. Vous voulez venir voir, s'il vous plaît? On a près de 60 millièmes par ici. J'ai constaté d'autres points plus hauts. On peut dire que c'est confirmé, capitaine. Radioactivité constatée sur le site. Effectivement, des mesures de radioactivité étonnantes, bien que relativement faibles, mais ne correspondant pas à la réalité du lieu, ont été faites. Tout d'abord, au niveau du lieu, sur des touffes d'herbe ou des cailloux. Et chose amusante, il a été remarqué que l'ensemble des taux de radioactivité mesurés formaient un carré quasi parfait au niveau du sol. Chose aussi intéressante, il faut savoir qu'au niveau de la radioactivité du sol, la mesure a été faite 10 jours après l'observation et qu'entre-temps, il avait relativement bien plu. Il a donc été estimé plus ou moins les possibilités de taux de radioactivité au moment de l'observation, juste après l'observation, qui aurait pu être quand même 4 à 8 fois supérieur à ce qui a été mesuré, et qui représentait là des taux qui commençaient à devenir dangereux. La radioactivité, on en parle d'autant plus qu'il y a eu les bombes atomiques, Hiroshima, et donc tout ça, ça a impacté fortement l'imaginaire, et on a tendance à associer beaucoup de phénomènes bizarres et étrangers à des phénomènes radioactifs, alors que la radioactivité, c'est un truc complètement en fait naturel. C'est diabolisé, parce que justement, on a ces images, et donc on a tendance à associer en débarquement d'objets extraterrestres, toutes les choses anormales à la radioactivité. C'est difficile de porter un jugement sur l'authenticité ou sur la véracité de cette soi-disant preuve de la visite. Quelle que soit l'estime accordée à ces mesures de radioactivité, il demeure troublant néanmoins que ces taux anormaux aient pu être découverts en même temps sur les lieux de la supposée rencontre du troisième type et sur la face avant des vêtements que portait précisément ce jour-là Luce Fontaine. Le capitaine Léopold Legros, formé au maniement du compteur Gégère et qui conduisit l'équipe de détection, affirmera d'ailleurs sans détour aux journalistes: il s'agit là d'observations concrètes sur lesquelles aucun doute ne peut être émis. Donc la question qu'on peut se poser, c'est d'où peut provenir cette radioactivité? Bon, probablement de l'objet. À quoi sert-elle? Pourquoi cet objet émet-il de la radioactivité? On peut supposer que cette radioactivité peut être due à deux choses au niveau de l'objet. Premièrement, le moteur de l'objet, ou une radioactivité due à une interaction entre l'objet et l'environnement. Le dialogue est constant depuis des décennies autour de la question des visiteurs extraterrestres. Outre tous ceux qui n'y croient pas, il y a ceux qui, comme Carl Sagan, le fondateur du programme SETI, estimaient possible l'existence de civilisations extraterrestres hors du système solaire, mais impossible l'idée même des voyages interstellaires. L'imagination ne doit pas nous effrayer, mais nous devons prendre garde de bien séparer l'imaginaire de la réalité. La surface de la Terre est le rivage de l'océan cosmique. Et ce rivage n'a presque plus de secret pour nous. Alors nous avons eu envie d'entrer dans les vagues, pas bien loin, à la hauteur des chevilles. Et cet océan nous appelle encore. Nous comprenons quelque part au fond de nous que c'est l'élément d'où l'on vient. Nous rêvons d'y retourner. Et nous le pouvons, parce que le cosmos fait partie de nous, que nous sommes issus de la matière des étoiles, que nous donnons le moyen au cosmos de se connaître lui-même. Le voyage pour nous commence ici. Le problème essentiel qui est posé par le voyage interstellaire, c'est précisément la distance qui sépare les étoiles entre elles pour se déplacer d'un endroit à l'autre de l'univers. Cette distance est absolument gigantesque. Et l'autre limitation, c'est la limitation de la vitesse de la lumière. Les lois de la physique connues, mais qui semblent tout de même extrêmement solides, les lois de la relativité,
nous disent qu'on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Se pose bien évidemment le problème des distances. La planète habitable, simplement dans la zone d'habitabilité, donc susceptible de voir les océans, mais c'est tout ce que l'on peut dire, la plus proche de la Terre est à 16 années-lumière de la Terre. La lumière met 16 ans pour venir et donc le dialogue sera difficile parce que si ils nous envoient un signal, on pourra leur répondre, mais ils n'auront la réponse que 32 ans après. Donc c'est un peu difficile. Pour les voyages, c'est pire encore. Admettons donc que l'on ait des modes de propulsion qui nous permettent d'avoir des engins spatiaux nous permettant d'approcher la vitesse de la lumière. Alors on va dire, oui, mais même si on approche de la vitesse de la lumière, il faut quand même des années et des années et des années pour aller d'un endroit à l'autre de l'espace. Concernant la durée du voyage qui justifierait la présence de voyageurs extraterrestres qui viendraient nous observer, même nous rencontrer sur Terre, il y a bien sûr la possibilité que ces visiteurs, apparus beaucoup plus tôt que nous, maîtrisent totalement une technologie basée sur des moyens de transport que nous, humains, aujourd'hui, ne maîtrisons pas. Par exemple, ils peuvent très bien exploiter les trous noirs pour bénéficier de temps de voyage extrêmement courts. Les trous noirs, ce sont donc des objets extrêmement compacts, condensés, qui ont créé une distorsion de tissu élastique de l'espace-temps sous forme de puits de gravitation. Si vous franchissez le bord du puits, vous tombez inéluctablement dedans. On mesure aujourd'hui la présence indirecte d'un trou noir dont la masse est de 4 millions de fois la masse du Soleil, qui serait donc un exemplaire unique au centre de notre galaxie et qui serait capable éventuellement de détruire des étoiles qui passeraient trop près. Maintenant, il y a une autre possibilité absolument fascinante, c'est que le puits n'est pas de fond, mais crée une structure étrange, une sorte de distorsion topologique de l'espace-temps qui ressemble à une sorte de tunnel. Ce tunnel qui connecterait une région de l'univers dans laquelle on aurait un trou noir, et la sortie du tunnel, ce serait une sorte d'anti-trou noir qu'on a appelé un trou blanc ou mieux une fontaine blanche. Et on s'aperçoit que le trou de verre est un raccourci potentiellement extraordinaire entre les deux points. On peut, en empruntant le trou de verre, faire un parcours fantastique en quelques heures seulement de temps propre. Quelques heures qui nous amèneraient à des dizaines d'années-lumière de distance. Mais 1000 ans suffisent à deux civilisations pour avoir un écart gigantesque. Imaginez, il y a 1000 ans, l'état de la civilisation sur Terre. Et regardez maintenant où on en est. La montée de la technologie est exponentielle. Cet indice de la radioactivité aura fait rebondir l'affaire de Luce Fontaine au-delà de toute prévision. Si cette découverte a pu l'aider dans un premier temps à gagner une certaine crédibilité aux yeux de tous, il faut admettre dans un second temps que cela a fini par attiser autour de lui une véritable hystérie populaire. Tout le monde s'est précipité, encore une fois, a voulu en savoir plus. Pas mal de personnes ont voulu également le toucher pour savoir si l'appareil ou ce qui s'y trouvait ne lui a pas retransmis quelque chose. Voilà, donc, et sachant que c'est quelqu'un de très réservé et timide, il a dû être sûrement choqué. Avant ça, Dorothée Fine passait de choses comme ça, mais quand il disait ça, les personnes, le monde n'y croyait pas. Il faisait pas de cas, il disait peut-être n'est pas vrai, mais non, ça allait bien vrai. Lui, il a bien vu ça, lui, il a bien vu. C'est vrai, sûr que c'est vrai. Alors le Baba Michelin, le bonhomme Michelin, on le retrouve dans l'ufologie, notamment en France. 7 cas d'observation depuis 1950 jusqu'à 1991 ont pu être répertoriés avec des descriptions à peu près identiques. Bonhomme Michelin, casque sur la tête, parfois avec des antennes, parfois avec du matériel dans le dos. Chose amusante, bon, sauf dans le cas de Luce Fontaine, les bonhommes Michelin étaient toujours en train de ramasser quelque chose au niveau du sol. Lui, il a dit Baba Michelin, c'est un mot qui existait avant. Comme dans la publicité, on voyait les Baba Michelin, donc comme on ne savait pas trop comment les Mauriciens étaient, on disait Baba Michelin, comme ça donne une image du Mauricien ou des hommes verts, des petits hommes verts. Hein. Voilà, à l'époque, quand on a construit ça, comme c'était un endroit tout fleuri, il y avait des hortensias partout, on a donné le nom des hortensias. On signe les hortensias. Puis ça a marché pendant quelques années. Et après, quand
il y a eu cette histoire de la soucoupe volante. Là, ma mère a pensé de changer de nom tout de suite et donner le nom de soucoupe volante pour pouvoir faire connaître un peu mieux sa discothèque. Et ben, quelquefois, on peut retrouver quelques petits martiens, des hommes verts à l'intérieur, mais il faudrait venir voir. Luce, affaire-vous la lever, là. Mais croyez que vous m'avez entendu un monde dehors. Vous l'aviez un moon dans la cour? Non. Non, on n'a pas ça. On m'a fait un mauvais rêve d'avoir. Voilà. Viens entendre. Luce, viens entendre. Avec tout ça, votre marmaille, il plaît à cette heure. Bon, moi, ça va pas perdre la nuit avec votre commérage. Après ça, rentre à où, s'il vous plaît? Oui, Lisette. Mais arrive. Il est probable que Luce Fontaine ait pu, dans la seconde moitié de sa vie, être hanté par la vision de ces entités qu'il prétendait avoir rencontrées en juillet 1968 et qu'il surnommait Baba Michelin. L'homme, on le sait, devenu tour à tour vendeur d'essence de géranium et taximan, devait garder les traces de ce traumatisme. Car il continua longtemps, au dire de ses amis de la plaine des Cafres, à raconter cette même histoire, cette étrange affaire d'OVNI sans jamais varier dans ses détails. A-t-il vécu avec l'angoisse de recroiser un jour la route de ses visiteurs? C'est possible. D'autant qu'un cas relativement similaire pourrait être intervenu quelques années plus tard, en 1975, dans le sud de la Réunion, avec pour témoin cette fois un certain Antoine Séverin. Mais dès lors, dans ces spéculations, la question deviendrait cruciale. Pourquoi donc ces entités,
ces Baba Michelin, seraient-ils revenus dans ce coin du monde, dans cette île de l'océan Indien? Quel intérêt pour eux? La Réunion a une place à part dans l'ufologie. On peut recenser plus de 50 observations, réparties donc entre 1968 et de nos jours. Qu'est-ce qui, éventuellement, pourrait attirer l'attention de visiteurs venus d'ailleurs? Il y a quand même quelque chose d'intéressant à La Réunion. Tout le monde sait que La Réunion est une île volcanique. Est-ce que, par hasard, ce volcanisme de l'île de La Réunion pourrait attirer des visiteurs? Mais pourquoi ce volcanisme particulier plutôt qu'un autre? Il faut quand même savoir que ce volcan a une particularité. Le volcan de l'île de La Réunion est ce qu'on appelle un point chaud. C'est-à-dire que c'est un endroit sur le globe où la lave remonte en permanence. Mais quand on remonte le fil des événements, on se rend compte que ce point chaud est à l'origine d'une des plus grandes formations volcaniques qui existent sur Terre, ce qu'on appelle les trappes du Décan. Alors les trappes du Décan, il faut bien se rendre compte qu'ils recouvrent pratiquement presque les 2/3 de l'Inde sur plusieurs centaines de mètres de hauteur. Imaginez ce as de lave énorme qui a dû sortir à ce moment-là. Et ces trappes du Décan ont été créées il y a 65 millions d'années. Qu'est-ce que ça rappelle? Ça rappelle qu'il y a eu un autre événement qui s'est passé il y a 65 millions d'années. C'est l'arrivée catastrophique d'un énorme météore qui a frappé la Terre, au niveau, maintenant on le sait, de la péninsule du Yucatan en Amérique. Ce météore, par contre-coup, a créé ce point chaud de l'autre côté de la planète. Et les deux ensemble ont contribué à la fin des dinosaures. Donc c'est quand même un volcan extrêmement intéressant, qui mérite d'être étudié. La Réunion a une place à part dans l'ufologie. Peut-être est-ce dû à ça. Enrico Fermi fut un grand physicien italien de la première moitié du XXe siècle. Lauréat du prix Nobel en 1938, il fut impliqué dans le projet Manhattan, destiné à fabriquer la première bombe atomique, et s'installa aux États-Unis avec sa femme. Toutefois, comme beaucoup de scientifiques de son temps, il en vint lui aussi à s'intéresser à la question fascinante de la vie dans l'univers. C'est ainsi, au cours de l'été 1950, pendant une banale conversation entre collègues, à la cafétéria du Laboratoire national de Los Alamos, qu'il énonça les termes du célèbre paradoxe qui porte aujourd'hui son nom et qui servira d'argument aux détracteurs de la thèse des civilisations extraterrestres. Ce paradoxe de Fermi est simple. Si nous partageons l'univers avec des civilisations extraterrestres, certaines d'entre elles, vu l'immensité du temps cosmique, devraient être bien plus anciennes que la nôtre. Dès lors, comment se fait-il que leurs représentants ne se soient pas encore manifestés auprès de nous? Notre Soleil étant plus jeune que beaucoup d'étoiles situées dans la galaxie, des civilisations plus avancées auraient dû apparaître et laisser des traces repérables depuis la Terre, ne serait-ce que des ondes radio. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce silence? Je considère comme vraisemblable l'émergence de vie bactérienne, de vie microscopique, qui serait déjà pour nous une découverte fantastique. Maintenant, est-ce que cet acte primitif, la formation de microbes, de vie microbienne, doit nécessairement évoluer vers des systèmes intelligents? Ça, je pense que c'est beaucoup moins évident. L'une des hypothèses avancées pour répondre au paradoxe de Fermi est celle dite du zoo humain. Selon cette hypothèse, les extraterrestres nous regarderaient de loin sans jamais faire en sorte d'entrer volontairement en contact avec nous. Ils nous observeraient comme les animaux d'un zoo, les poissons d'un aquarium ou les insectes d'une fourmilière, sans nous dévoiler leur présence. Évidemment, quand on regarde l'agressivité qui est permanente à la surface de la Terre entre les humains, on pourrait comprendre un tel comportement. Au terme de cette investigation, il ressort au moins 3 réponses possibles à l'énigme de Luce Fontaine. Première réponse, celle de la mise en accusation du témoin. Luce Fontaine nous a menti, tout ce qu'il a pu décrire relève d'un canular né de son imagination. Deuxième réponse, celle de l'observation réelle mais rationnelle. Luce Fontaine n'a pas menti, mais ce qu'il a vu n'était pas un ovni. Il s'agissait plutôt d'une machine volante et de pilotes d'origine humaine. Troisième réponse, celle de l'adhésion à la thèse de la rencontre du troisième type.
Luce Fontaine a bel et bien vu ce jour-là un engin volant et des pilotes d'origine non humaine, pour ne pas dire extraterrestre. Il reste néanmoins que tout cheminement vers une résolution rationnelle de cette affaire nécessiterait de désamorcer quelques écueils majeurs. Comment expliquer l'empreinte de cette radioactivité anormale sur les lieux et sur les vêtements du témoin? Comment expliquer les symptômes physiologiques de ce dernier? Et quel type d'appareil, d'origine humaine, peut à ce point, par son décollage vertical, sa vitesse effarante et son intense luminosité, induire pareil état de confusion chez un observateur? Rien n'empêche de relever un tel défi. Mais il y a fort à parier que l'explication trouvée pourrait s'avérer au final tout aussi incroyable que la thèse même de l'OVNI qu'il s'agissait de combattre.